cette présentation triplice de ce livre, de ce travail, de cette écriture que je reçois avec beaucoup de sensibilité. Ça me touche et elle parlait du haptique. On y est bien dedans. Il est question de ce qui touche dans la question que j'aborde du poème et de la fin de l'analyse. Alors, bien sûr, vous n'avez pas manqué de me poser des questions. Même toi, qui n'en pose pas, m'en pose parce que tu as dit. Donc les questions ne manquent pas et bien entendu, la question c'est d'y répondre. Comment vais-je y répondre? Comment vais-je vous répondre? C'est pas la seule question, puisque la question aussi c'est pour moi de dialoguer avec vous, d'espérer un bout de dialogue, un bout d'échange avec vous ici, hein, dont j'attends aussi un écho, une relance, une balle lancée dans le trou. Donc, par où commencer? Par où vais-je commencer? Je sais où je veux en venir, à peu près. Enfin, pas par où je veux finir, mais par où je veux en venir. Je veux en venir à vous dire un poème de Gerasim Lukács, enfin, à vous dire, à essayer de vous dire, pas de vous lire, de vous dire, parce que c'est pas la même chose de lire et de dire. Et même, c'est même pas la question de dire. C'est la question de, vous allez voir. Ça touche au corps. Donc, je vais essayer de vous dire un poème qui s'appelle Passionnément, qui est sur YouTube, dit par l'auteur lui-même, un poème qui est vraiment le poème du bégaiement, du faire bégayer la langue, sa propre langue, comme le dit si bien Gilles Deleuze, comme l'a si bien compris Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, auquel je rends hommage ici, tu l'as évoqué, il me tient à cœur de parler de Gilles Deleuze, du rapport qu'il a eu et qu'il a avec Lacan et la psychanalyse, de rendre hommage à ce grand philosophe qui, comme Celan, comme Gerasim Lukács, a mis un terme à sa vie de façon au niveau d'un acte réussi, je veux dire, qui s'est jeté par la fenêtre un mauvais jour de novembre, je crois, 1995, parce qu'il manquait d'air. Donc je veux saluer sa mémoire, comme je veux à nouveau saluer la mémoire d'André Valls, que Didier, vous avez évoqué tout à l'heure, et ça me touche aussi, Didier, car vous le savez, Didier, André Valls était quelqu'un qui comptait pour nous dans notre communauté toulousaine, dans la communauté lacanienne, qui compte toujours pour moi, non seulement parce que c'était mon ami, un ami extrêmement proche, que j'ai de la douleur à avoir perdu, et qui était un grand psychanalyste,
qui a marqué la psychanalyse dans notre communauté, en particulier à Toulouse. Donc, par où vais-je commencer? Ben, j'ai déjà commencé, vous le voyez, mais évidemment, il y a la question de répondre à des questions. Répondre à la question, ça, évidemment, ça nous entraîne dans le discours du maître. Parce que le discours du maître est le discours qui demande qu'on réponde à la question. Bien sûr, ça fait penser à l'Inquisition. Répondez à la question. Mais aussi, ça fait penser évidemment au jury. Jury de thèse. Nous ne sommes pas ici devant un jury, je l'espère, en tout cas. Je n'ai pas à répondre à un jury de thèse, mais j'ai à répondre à des questions. La psychanalyse n'est pas le lieu où on répond à des questions. L'expérience de la psychanalyse, l'expérience analysante, n'est pas une expérience où on répond à la question. C'est une expérience où on questionne ce qui n'a pas de réponse, ce qui est sans réponse, ce qui est sans répondant, et dont le psychanalyste supporte le semblant par son silence. Donc vous voyez que nous sommes à des lieux de l'expérience de la psychanalyse lorsque nous voulons répondre aux questions. Mais je vais quand même y répondre, essayer d'y répondre. Permettez-moi d'évoquer une anecdote pour débuter. Je penser en écoutant à une anecdote, à un événement qui, pour moi, me reste en mémoire. Ça me renvoie au 29 juin 1977. Vous voyez que ça ne me rajeunit pas. C'est le jour où j'ai passé ma thèse de médecine. J'étais dans le CES de psychiatrie en 3e année, donc c'était une thèse de psychiatrie sur la paranoïa que j'avais à soutenir devant un jury, donc, dans la prestigieuse salle des thèses de l'ancienne fac de médecine qui est sur les allées Jules Verne, à côté du jardin des plantes. Ce jour-là, moment intense, bien sûr, je présentais donc cette thèse devant un jury dont le président était le professeur Louis Guéral, qui a été mon maître en psychiatrie au CES et à qui je dois de m'avoir appris la clinique psychiatrique et de m'avoir formé à la présentation de malades, avant que je ne connaisse celle de Lacan. Donc je lui dois cela, de m'avoir vraiment donné le goût de la clinique. Eh bien, ce jour-là, à la fin de la thèse, le professeur Guéral me pose une question, une autre question, et il me dit: mon cher, vous avez dit dans votre thèse que la clinique, c'est l'impossible à supporter. Pourriez-vous nous expliquer cela? Pourriez-vous nous en rendre raison?
peut-être j'ai du mal à vous comprendre. Un peu interloqué, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui dis, devant tout le jury, donc c'est quand même assez solennel, je lui dis, je ne répondrai pas à votre question. Silence glacial. Qui a duré pour moi une éternité, une poignée de secondes en réalité, après laquelle je me suis ressaisi et je lui ai dit, Monsieur le Président, avec tout l'honneur que je vous dois, ce n'est pas la question. Ce que j'ai écrit, ce n'est pas la question. Permettez-moi de vous dire, ce qui ne vous a pas échappé, que j'ai placé une virgule après impossible. Et donc, que ce n'est pas du tout la question de savoir si il s'agit de l'impossible à supporter, Monsieur le Président, mais de l'impossible qui est à supporter, ce qui est tout autre chose. Voyez-vous, parce que pour moi, la clinique psychiatrique, c'est la folie en tant qu'elle est impossible à supporter. Et sur ce, il m'a dit, je m'en souviens encore, mon cher, vous me satisfaisez beaucoup. Et donc, c'était quand même assez insolent ce que j'avais dit, mais il ne m'en a pas tenu rigueur, et d'ailleurs, il m'a proposé, après cette thèse, pour que je sois lauréat de l'université. Donc, cette anecdote m'est venue parce que justement, c'est celle de la question et de la réponse. Et de quelle réponse on fait à la question. Alors, venons-en aux questions, à vos questions qui ne manquent pas. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais revenir pour vous dire ce qui m'importe le plus, ce qui me tracasse le plus. Mais je vais quand même parler de vos questions. Donc, je ne vais pas répondre en vrac à toutes les questions, mais une ou deux ou trois ou quatre questions à la lecture de ce qui m'a été confié de vos textes. Donc, prenons l'intervention de Didier, que j'ai pu lire ce matin grâce à vous qui me l'avez envoyé. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans votre exposé qui me paraissent extrêmement importantes à soulever et à reprendre, mais pour en rester à quelques-unes de vos questions fondamentales. La première, c'était celle qui concernait vraiment la question du paradigme. Y a-t-il un changement de paradigme? Tu as déjà posé cette question lors de notre séminaire. Est-ce que Lacan, lorsqu'il reprend la question de la langue, la question de l'une, lorsqu'il se ressaisit de cette question de l'inconscient, non plus comme inconscient du langage, structuré comme un langage, mais de l'inconscient, la langue, est-ce qu'il y a un changement de paradigme? Certes,
on peut l'avancer sans trop se risquer, en entendant par paradigme ce que dit, bien entendu, Kuhn dans sa conception épistémologique des révolutions scientifiques. Hein? Mais quand même, ce que je me disais, c'est que la psychanalyse n'est pas une science. Il ne faut pas oublier que la psychanalyse n'est pas une discipline scientifique. En tout cas, elle ne l'est pas en tant qu'elle n'est pas réfutable selon la doctrine avancée par Popper. Mais qu'est-ce que la psychanalyse? Donc Lacan dit qu'elle n'est, bien qu'il aspire au mathème, bien entendu, plus qu'aucun psychanalyste, c'est-à-dire à une certaine formalisation rigoriste de la psychanalyse par le mathème, par la logique donc. Mais il n'empêche que, et la pente du poème et de l'accent mis par Lacan sur le poème va de ce côté-là, la psychanalyse n'est pas une science. Qu'est-ce que la psychanalyse? Est-ce un art? Un artifice? Pourquoi pas? Oui. C'est un art. En tout cas, c'est l'art d'un discours sans parole. Parce qu'un discours sans parole, ça relève pas de la science. Ça relève d'un certain art de se taire. D'abord, art de faire silence. Un silence qui ne soit pas n'importe lequel. En tout cas, il ne s'agit pas de modèle. Voyez-vous, dans le fait de changer de paradigme, il est question de modèle. Avec Lacan, on n'est plus dans la question de changement de modèle. Le neuroméen n'est pas un modèle, n'est pas saisi par Lacan en tant que modèle, nouveau modèle, autre modèle de penser la psychanalyse. Donc, de ce point de vue, je répondrai que, comme je disais tout à l'heure, la question n'est pas là. Ce n'est pas la question. On peut dire que la question, c'est celle que vous avez reprise tous et que vous prenez, Didier, qui est celle de ce qui dissonne plutôt que consonne dans la raison analytique, la raison au sens poétique de Francis Ponge. Il y a quelque chose dans ce qui se dit qui résonne. Mais, bien sûr que ça peut consonner, et que l'équivoque, ça fait consonance. Mais autre chose est ce qui dissonne. Ce qui dissonne, ce qui fait couac, ce qui fait vraiment entendre un mauvais son. Ça sonne fou. Il y a quelque chose qui sonne faux. Et c'est là que la question se pose d'un effet de réel. Alors, bien entendu, il y a le fameux tableau qui est à la fin du livre. Hein. D'ailleurs, ils sont très bien reproduits, ces tableaux en couleur. Hein. Je trouve c'est une réussite au niveau photographique. Il y a le fameux tableau du peintre de l'Art Nouveau Franz von Stuck, peintre munichois, qui est un tableau assez savoureux, qui s'appelle Dissonance, et qui dit bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que là, on voit quoi? Hein? On voit des satires de la mythologie, hein? Des faunes, comme on les appelle. Les faunes, F-A-U-N-E. Et bien sûr, il est question de faunesque et de faunétique dans tout ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un vieux satire là, qui se bouche les oreilles
et qui fait une grimace terrible parce qu'il n'en peut plus d'entendre son fils, son petit garçon, qui s'efforce de bien jouer du syrinx, de flûter avec ses petites cornes sur le front, mais qui, malheureusement, fait des couacs, hein, dissonne. Eh bien, c'est ça qui se passe. Hein, au niveau de la langue, il y a de la dissonance, il y a des couacs, il y a des choses qui s'entendent vraiment, mais qui font mal aux oreilles. Qu'est-ce qui fait mal aux oreilles? C'est ça, c'est le réel. Il y a du réel qui fait mal aux oreilles. Enfin, ce sont des réponses partielles, bien entendu. Pour la question que vous me posez, Didier, dans notre pratique, que veut dire nouer, faire nœud? Grosse question, bien sûr. Pour répondre très brièvement, il faut bien considérer que dans la psychanalyse, dans l'expérience de l'analyse, on ne fait pas des nœuds. Les nœuds, ils sont faits. Ils se défont, certes, mais le nœud dont il est question, c'est celui, comme quand on dit « je me fais des nœuds ». On n'arrête pas de se faire des nœuds. Surtout quand on parle, bien sûr quand on pense. Ça, on s'en fait des nœuds. Mais alors quand on parle, alors là, on s'en fait encore plus des nœuds. On ne s'en rend pas compte toujours. Hein, mais on se fait des nœuds qui sont bien entendus dans une psychanalyse à essayer de démêler. Une psychanalyse, c'est quand même destiné à permettre qu'on arrive un peu à démêler la pelote, démêler le sac de nœuds, qu'est le symptôme. Le symptôme, c'est un sac de nœuds. Mais il ne s'agit pas de défaire le nœud, il s'agit de le démêler. Réponse provisoire. Ensuite, autre question qui est celle de l'effet de réel. L'effet de réel par rapport à la question du sens. Qu'est-ce que veut dire le fait que le symbolique, c'est-à-dire l'usage des mots, tout simplement, le fait de parler, de bafouiller, ait des effets dans le réel? Comment se peut-il que simplement la parolote ait des effets dans le réel? On peut répondre que c'est ce que démontre le symptôme. Le symptôme, comme événement de corps, a des effets dans le réel. C'est le symbolique qui a des effets dans le réel de notre jouissance. Première tentative de réponse. Ensuite, la question de l'équivoque. On l'a reposée, bien entendu, comment entendre ce terme d'équivoque, qui est un des concepts majeurs, hein, de Lacan et de la psychanalyse. C'est-à-dire que quand on parle, on est baigné dans l'équivoque. L'interprétation est quand même ce qui permet de faire percevoir, sous-entendre qu'il y a quelque équivoque dans ce qu'on dit. Alors, on ne sait pas ce qu'on dit. C'est ça le principe. De l'axiome de départ de la psychanalyse, c'est que vous parlez, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne le savez pas parce que c'est de ça qu'il s'agit dans l'inconscient. Alors, bien sûr, on ne veut pas savoir. Il y a un « je ne veux pas savoir ». Je n'en veux rien savoir. Je ne veux pas savoir ce que je dis. Je ne veux pas savoir que dans ce que je dis, il y a autre chose que ce que je veux dire. C'est ça, toute la question de l'équivoque est là. Faire saisir qu'il y a autre chose que ce que je veux dire. Et la virgule dont je parlais tout à l'heure,
est justement ce qui peut justement permettre de voir que c'est d'autre chose que ce que je voulais dire qu'il s'agit. Ensuite, le style. Grosse question d'idée aussi que vous me posez. Le style. Alors bien sûr, Gilles Deleuze dit le style, c'est une façon de définir le style. Pour lui, c'est arriver à bégayer dans sa propre langue. Arriver à bégayer dans sa propre langue. C'est une sacrée performance dont Gerasimuka est vraiment la démonstration. Bon, la question de l'équivoque, et vous dites très bien, Didier, que c'est reprenant une phrase de Lacan sur la question du mot d'esprit, du mot d'esprit, et quand Lacan dit que la psychanalyse n'a rien à voir avec le beau. Quand on parle, c'est pas pour dire des belles choses, c'est pas de l'ordre du beau, ni du laid d'ailleurs, hein. C'est la question de ce qui se glisse d'un mot qui n'a pas de valeur, qui est sans valeur économique et qui justement a un certain rapport au réel. Donc le problème que traite Lacan de l'interprétation, il le prend à partir de là, c'est-à-dire que l'interprétation réussit quand elle fait mouche, quand elle touche quelque chose d'essentiel, d'important. Elle le touche pour autant qu'elle a un certain rapport avec le mot d'esprit, un rapport avec le vice, le trait d'esprit. Donc l'une bévue, si vous voulez, ce que Lacan appelle l'une bévue, quelque chose d'un lapsus, donc calculé, parce que Lacan le définit comme ça, un mot d'esprit, une blague, l'histoire juive, c'est un lapsus calculé. Calculé alors que l'inconscient ne calcule pas. Donc, c'est une façon de gagner sur l'inconscient, de gagner la main sur l'inconscient, dit Lacan. Reprenant un langage hippique, dans le monde hippique, on dit que le cheval gagne à la main sur le cavalier quand il galope au-delà des espérances du cavalier. Eh bien, le mot d'esprit, c'est en quelque sorte le bon cheval. Le bon cheval qui va plus vite que le cavalier. Le cavalier qui est justement l'inconscient. L'inconscient langage. C'est quand la langue va un peu plus vite que le langage. Et qu'elle gagne à la main comme ça. Voilà pour dire quelques éléments qui recroisent un petit peu ce que vous venez de dire. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous dise le point maintenant ou bien on va passer aux questions? Oui. Hein? Alors, gardez bien des questions en réserve. Les questions. Bon, ben, si vous voulez, on va y aller. Il s'agit, je vous l'ai dit, d'un poème qui est un lapsus surcalculé. Un lapsus du lapsus. Un lapsus qui est porté à l'intégrale de la langue. C'est une façon de faire bégayer la langue, l'une bévue, à partir d'un petit rien. Alors là, le petit rien, c'est une phrase toute bête, comme vous avez vu tout à l'heure aussi. C'est une phrase toute bête qui dit
je t'aime passionnément. Et voilà comment Gerasim Luca en fait tout un poème, tout en, comment dirais-je, un bégaiement, c'est-à-dire il a le béguin pour la bévue. Il a le béguin pour la langue, Gerasim Luca. Hein? C'est le poème du béguin qui bégaye. Je vais vous dire un peu ça à ma façon, c'est-à-dire mal. Mais c'est pas un plus mal, parce que, comme dit Sylvain Beckett, il faut rater. Rater toujours mieux. Rater mieux. Alors, je pose mes lunettes. Je te le tiens si tu veux. Pas. Pas. Pas, 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 pas. Pas, pas. 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 Papa. Le pas. Pas. Le faux pas. Le pas. Pas, pas, pas. Le pas. Le mot. Le mauve. Le mauvais pas. Papa. Pas. Le pas. Le papa. Le mauvais papa, le mauve, le pas, papa, passe. Papa, passe, 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 il passe. Il, papa, il passe. Le pas du pape, sur le pape du pas du passe. Passe, passe, passi. Sur le passi, pisser sur le pape. Sur papa, sur la pipe du pape. La pipe du papa du pape, pisser en masse. Passe, passe, passi, la basse, la basse. Passi, passe, passi, la patio, basson, le bas, le pas, passion, le basson, et pas, le basso, do, pa, do, passe, passion, do, ne domi, ne passi, ne dominez pas vos passions passives. Ne dominons vos passions, vos passions, vos dominodors, c'est dommage. Do, papa ne domi, papa spatio, vos pas ne dominez pas vos pas passions, vos pas dévorants. Ne dominez pas vos rats. Pas vos rats, dévorant, ne dominez pas vos rats, vos rations, vos rats, rations. Ne dominez pas vos passions, rations. Ne dominez pas dominez, mon nation. Dominez, ne pas vos rats, vos passionnantes rations de rats, de pas, papa, spatio, minez pas vos passions, vos rationnants ragoûts de rats, des veaux, dévorez-les, des veaux, des dos, dominez pas cet avant-goût de ragoût, de pas de passe, de passigraphie, graphifi, de fifi, phéno, phénakiki, phénakisti, coco, phénakisti, cope, fifi, faux, fifi, photo, dodo, dit dominé de photo, mimé, fifi, photo micrographier vos goûts, vos poux chorégraphiques, fifi de vos dégoûts, de vos dégâts, pas ça, passion, de gars,
kystico, les dégâts, passion, passionné, né, il est né de la négation, passion, cracher sur vos nations. De la neige, il est né passionné, il est né à la nage, à la rage, il est né à la nécronage, rage, il est né de la cracher de la négation, passion, passionné, né, passionnem, je t'aime, je t'aime, passionnem, t'aime, je t'aime, passion, j'aime, passionné, et émerger, aimer, j'aime, aimer, émerger, passi, immersion, passion, passionné, et je t'aime, passion, cracher sur les rations, ma grande, ma terrible passion, passionné, terrible passion, je t'aime, je t'aime, passionné, je t'aime, passionné, je t'aime, passionnément, aimante, je t'aime passionnément, je t'aime passionné, né, je t'aime passionné, je t'aime passionnément, je t'aime passionnément.